Salut les étudiants, bienvenue dans un nouvel épisode de Corona Chimie où on va corriger toujours des exos de chimie pour vous aider à réviser vos examens et concours. Donc aujourd'hui là on est nous sur les révisions de cinétique, donc je vous propose une question ouverte dans laquelle on aborde à la fois une partie cinétique macroscopique et une partie cinétique microscopique. Et ce qui est intéressant c'est que la question est ouverte. Je vous rappelle que sur la chaîne il y a déjà des exos de cinétique pour reprendre des choses très très basiques. Donc là on est sur un exo on va dire en termes calculatoires, qui n'est pas spécialement compliqué, mais en revanche, comme c'est à vous de dérouler tout seul, ça demande un peu plus de réflexion. Voilà, allez, on s'y met tout de suite. Alors voilà l'énoncé, n'oubliez pas que comme d'habitude, le sujet se trouve en descriptif et je vous conseille très fortement de le chercher avant de regarder la correction. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une question est ouverte, une fois que vous l'avez corrigée, quelque part vous ne pouvez plus la refaire de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez le cheminement, voilà, c'est assez. On peut plus vraiment se remettre dans les mêmes conditions pour la travailler. Donc là, c'est une petite question ouverte, vous voyez, avec un énoncé assez court, il n'y a pas de document. En fait, c'est une question que j'ai réadaptée d'un sujet des mines, que j'ai condensé, qui était développé sur plusieurs questions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je considère que vous avez pris connaissance de l'énoncé. Mais en fait, on a un ensemble d'indices sur une réaction qui va nous permettre, à partir des aspects macroscopiques, donc des observations expérimentales, de proposer une première loi de vitesse. Et puis ensuite, on a un tout petit document avec deux mécanismes proposés, et dans le cadre de la EQS, on va pouvoir établir deux lois cinétiques, une pour le mécanisme dissociatif et une pour le mécanisme associatif, et le but du jeu, c'est de réussir à voir quel est de ces deux mécanismes celui qui colle avec les observations expérimentales. Voilà, alors on va commencer par l'aspect macroscopique. Donc l'aspect macroscopique, déjà, on va partir sur une hypothèse classique d'une réaction qui aurait un ordre alpha par rapport au composé 1 et bêta par rapport à P au méthyl 3 fois, triméthoxyphosphine. Donc on aurait une loi cinétique, par exemple, qui aurait cette nature-là. Et puis là, il faut utiliser les différents indices. Donc déjà, ce qu'on vous dit ici, c'est que la concentration initiale en composé 1 n'a aucune influence sur le temps de demi-réaction. On voit qu'on introduit un large excès de triméthoxyphosphine. Donc qui dit large excès dit qu'on peut songer éventuellement à une dégénérescence de l'ordre. C'est-à-dire que finalement, je pourrais poser une constante apparente telle que Kap égale K fois la concentration en triméthoxyphosphine puissance bêta, si bien que la loi de vitesse s'écrirait K apparent fois la concentration en composé 1. D'accord? Et puis là, déjà, j'utilise le premier indice, donc la concentration initiale en composé 1 n'a aucune influence sur le temps de demi-réaction. Donc quand on est ramené, j'ai oublié le alpha, à une loi de ce type-là, il faut se rappeler que pour un ordre 0, par exemple, le temps de demi-réaction, il est proportionnel, alors là, c'est pas un alpha, c'est un signe proportionnel, à la concentration initiale en composé 1. Si j'ai un ordre 1, T1 demi ne dépend pas de la concentration initiale en composé 1. Et si j'ai un ordre alpha égale 2, T1 demi est inversement proportionnel à la concentration initiale en composé 1. Donc déjà, ce premier indice nous permet facilement de déterminer au niveau macroscopique qu'on aurait un ordre alpha égale 1. Et puis ensuite, il y a un deuxième indice qui nous dit que la valeur de la concentration, on va le surligner, la valeur de la concentration en P au méthyl 3 fois n'influence pas la cinétique de la réaction. Donc finalement, ça veut dire que même, qui ne doit pas apparaître dans la loi de vitesse, en fait, tout simplement. Donc de cette deuxième indication, on peut déduire directement qu'on doit avoir bêta égale 0. C'est-à-dire que finalement, on n'a même pas besoin de poser une constante de vitesse apparente, mais donc on doit avoir une loi de vitesse qui est sous une forme très simple, K fois concentration de 1. Puisqu'on a alpha égale 1, bêta égale 0. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre avec les premières lignes de l'énoncé. Maintenant, évidemment, ça ne va pas suffire. Donc maintenant, on va passer à l'aspect microscopique.
Donc là, ce qu'on vous demande, c'est dans le cadre de la EQS, lequel de ces deux mécanismes est en accord avec les résultats expérimentaux. Je me répète encore une fois, les résultats expérimentaux m'ont permis de déduire cette loi de vitesse. Donc là, je vais devoir trouver quel est le mécanisme qui s'accorde avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des mécanismes, associatifs et dissociatifs, eh bien, on va établir une loi de vitesse dans le cadre de la EQS. Donc je vais commencer par le mécanisme associatif, que je vais noter le mécanisme, dissociatif, que je vais noter le mécanisme D. Tout d'abord, pour commencer à établir ma loi de vitesse, je vois que la réaction forme le composé 3 qui est formé dans la deuxième étape. Donc je peux dire que la vitesse de la réaction, ça vaut la vitesse de l'étape 2, que je note V2. Ensuite, par application, comme tout acte élémentaire suit la loi de Van 't Hoff, je peux écrire que V2, c'est K2 fois le produit des concentrations C et triméthoxyphosphine avec des ordres partiels égaux aux coefficients stoichiométriques. Comme les coefficients stoichiométriques valent 1, les ordres partiels valent 1. Okay. Une fois qu'on a ça, on se dit ok, ce composé-là c'est un réactif, donc ça je peux le garder dans la loi de vitesse. Par contre, le composé C c'est un intermédiaire, donc je vais devoir l'exprimer en fonction des autres concentrations. Donc là maintenant on cherche à exprimer C. Et pour ça, on va lui appliquer, comme le suggère l'énoncé, l'AEQS. Donc l'AEQS, pour rappel, ça veut dire que le composé C a une concentration faible et constante, et mathématiquement, ça se traduit par le fait que la dérivée de la concentration C par rapport au temps vaut 0. Et donc ça, je vais remplacer, je vais dire, cette dérivée, en fait, je peux la décomposer en 3 termes. Un terme de création via la réaction 1, un terme de consommation via la réaction -1, et un autre terme de consommation via la réaction 2. Ce qui fait que quand je traduis ça, je vais avoir V1 moins V-1 moins V2 égale 0. Et une fois que ça c'est écrit, chaque vitesse étant la vitesse d'un acte élémentaire, je peux appliquer la loi de Van 't Hoff cinétique, et donc je vais avoir K1 fois concentration de 1, moins K-1 fois concentration de C fois concentration de PC6H4F 3 fois, moins K2 fois concentration de C, fois concentration de C, fois concentration en P méthoxy 3 fois, et tout ça est égal à 0. Et vous voyez, de cette équation, on en déduit facilement l'expression de C, du coup, qui va être égale à K1 fois 1 divisé par K-1 fois PC6H4F 3 fois plus K2 fois P au méthyle 3 fois. J'ai plus qu'à injecter ça dans la loi de vitesse qu'on a fait au début, et donc on en déduit pour le mécanisme dissociatif V qui vaut K1, K2, C, P au méthyle 3 fois, divisé par K-1 sur P C6 H4 F3 plus K2 fois P au méthyle 3 fois. Voilà pour cette première loi de vitesse. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième loi de vitesse. Donc là, je vais suivre la même démarche. Déjà, la vitesse de la réaction, je vais dire c'est la vitesse de l'acte élémentaire permettant de former 3. Donc ici, il s'agit de V4. Ensuite, j'applique la loi de Van 't Hoff cinétique. Je vais un peu plus vite parce que c'est la même démarche. Donc ça va être K4 fois la concentration de D. Ensuite, on a dit qu'on appliquait l'AEQS au composé D, ce qui s'écrit dérivée de D par rapport à T égale 0. Je peux exprimer cette dérivée en fonction des vitesses des actes élémentaires. Donc là, ça me donne V3 moins V-3 moins V4 égale 0. Et je remplace tout ça par la loi de Van 't Hoff cinétique. Donc là, je vais me retrouver avec K3 fois 1 fois P au méthyle 3 fois. Et je vais directement passer de l'autre côté les étapes de V3 et V4. Et je peux même factoriser directement. Donc je vais avoir K-3 plus K4
facteur de D. Ce qui fait que j'en déduis la concentration en composé D, qui a l'expression suivante. Et puis il ne me reste plus qu'à injecter cette expression dans la loi de vitesse initiale, et donc j'en déduis la loi de vitesse du mécanisme associatif. Et on arrive à la loi suivante. Voilà, donc là on a déroulé nos deux lois de vitesse. Maintenant il ne nous reste plus qu'à conclure. Si le mécanisme, dans le cas d'un mécanisme associatif, j'ai des ordres partiels, alpha égale 1 et bêta égale 1. Donc ça n'est pas en accord avec les résultats expérimentaux. Puisque nous, on doit avoir alpha égale 1, bêta égale 0. On va donc retourner voir l'autre loi de vitesse, qui est ici. Dans cette loi de vitesse, ça paraît pas forcément évident. Là, on se dit, on a une réaction sans ordre. C'est-à-dire, en toute rigueur, la réaction n'a pas d'ordre, puisqu'on ne retrouve pas une expression du type constante de vitesse fois un produit de concentration avec des ordres partiels en exposant. Mais en revanche, si on tient compte du fait qu'on nous a dit qu'on travaille en large excès de cette concentration-là, là, on va pouvoir le réécrire. Alors, attendez, je vais faire ça où? Je vais faire ça ici. Tac. Voilà. Dans le cas... Oh, pardon, je suis un peu perdu. On va le faire là. Donc, si K2... Donc le produit K2 fois triméthoxyphosphine est très supérieur devant K-1 fois P de C6H4F 3 fois. La loi de vitesse, elle se réécrit différemment parce que regardez, on va avoir ce terme-là du coup qui est négligeable devant ce terme-là. Pardon, l'inverse. K-1 fois ce produit qui est très petit devant celui-là. Si bien que ensuite K2 se simplifie, la phosphine se simplifie et il nous reste uniquement K1 fois C. Alors j'avais oublié un petit crochet ici. Alors V égale environ égal à K1 fois C. C'est donc le mécanisme dissociatif dans les conditions proposées par l'énoncé, en accord avec les résultats expérimentaux. Voilà les chimistes, j'espère que ce petit exo vous aura aidé. N'oubliez pas, si ça vous aide évidemment, de mettre un pouce, lâcher un petit com pour caresser l'algorithme YouTube, envoyer à vos collègues chimistes si jamais ça peut les aider. Et puis voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, j'y réponds dans les commentaires. Et puis on se retrouve, je sais pas, demain ou lundi pour un nouvel exercice. Révisez bien, protégez-vous bien, lavez-vous les mains, bref, voilà. Allez, prenez soin de vous, salut!